je m'occupe des retardataires. Alors, attendez, vous voyez… C'est parfait. Ah oui, c'est ce que j'ai mon… hop. Ah bah si, je vois là, ok. Alors, du coup, on est là pour parler des secrets des entrepreneurs experts pour agir en incertitude. Et effectivement, c'est pas une fausse promesse, hein, puisque en fait, je vais vous présenter le résultat de travaux de recherche d'une chercheuse sur comment agissent les entrepreneurs experts en incertitude. Et on va voir 5 façons concrètes pendant la période qui est celle qu'on connaît actuellement et celle qui va venir pour agir concrètement et créer des nouveaux projets, des nouveaux produits, des nouveaux services, voire des nouvelles entreprises. Alors, rapidement, donc là, je vous parle dans le cadre de la marque Novster, qui est une entreprise qui accompagne les organisations pour les aider à innover. Et donc, notre raison d'être, c'est de donner aux organisations la confiance, la capacité et le plaisir d'inventer leur avenir. Je reviendrai un petit peu après là-dessus. Et on va démarrer tout de suite avec une problématique que tous les entrepreneurs connaissent. Alors, j'ai mis comment vendre votre nouveau produit. Bien sûr, c'est un produit, un service. C'est le terme générique, mais la question, c'est effectivement comment vendre son nouveau produit. Et on va voir qu'il y a plusieurs postures traditionnellement qui sont associées à cette question. Donc là, on imagine qu'on va se mettre dans la peau d'un chef de projet qui est dans une entreprise et à qui on confie la mission de vendre un nouveau produit. Alors, dans la vision traditionnelle, dans la façon de faire traditionnelle, on part… La première posture, c'est la posture qu'on va appeler la posture du visionnaire. C'est donc le fait de se dire bah voilà, j'ai un produit à vendre, je suis sûr que ce produit est celui qu'il vous faut et j'écoute pas le client et je maintiens le fait que c'est ce produit-là qu'il faut. Si, j'argumente, j'explique pourquoi le client a besoin de ça et en gros, je ne l'écoute pas. En général, ce n'est pas forcément la solution qui marche le mieux. Donc, le chef de projet, une fois qu'il a vu qu'il n'arrivait pas à vendre à ses clients, il va voir le service marketing et son service marketing lui dit « mais c'est normal, attends, on va te segmenter ton marché, on va te faire une étude de marché et ce client-là, on va te trouver celui qui veut ton produit précis, celui qui va l'acheter précisément. » Ok, donc le chef de projet, il est content, il a le profil type de son client, jeune femme de 25 ans, habitant à tel endroit, enfin bref, une liste de critères précis. Sauf qu'en fait, il se rend compte que ce segment-là, en fait, c'est pas là-dessus qu'il tombe en premier. Donc, quand il va sur le marché, quand il va sur le terrain, finalement, son segment, il est beaucoup plus réduit, ou en tout cas, il est peut-être loin de chez lui, ou il se rend compte que finalement, il tombe sur tous les autres segments, mais que le segment qu'on lui a dit n'était pas forcément adapté et qu'on lui demande des évolutions pour son produit, etc. Donc, il retourne voir son service R&D et puis le service R&D lui dit il n'y a pas de problème, on me demande telle fonctionnalité sur ton nouveau produit, on va l'ajouter, laisse-nous 2 mois, ça coûtera X milliers ou centaines de milliers d'euros et tu pourras retourner voir ton client. Donc, ça, c'est les approches, on va dire, traditionnelles. On verra après les 3 postures classiques d'un entrepreneur ou d'un vendeur face à son client. Donc, je vous invite à voir aussi, vous, comment vous vous positionnez quand vous êtes en situation de vendre à un client. Et l'entrepreneur expert, il agit de façon différente. L'entrepreneur expert, il essaye de générer des engagements précoces. Donc, c'est-à-dire que contrairement à la logique du visionnaire, à la logique de la segmentation ou à la logique de l'adaptation, lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est de co-créer avec le client. Donc, il part d'un besoin. On a un besoin avec un produit associé ou un service. Il part de clients et de besoins de ce client et il travaille sur un marché. Et avec ça, son but, ça va être de générer des engagements précoces. Et typiquement, ça va être je développe un nouveau stylo révolutionnaire. On va dire qu'il est de couleur rouge.
je vais voir un client, il me dit bon, très bien votre stylo, mais moi j'en aurais besoin en bleu. Et ben, ce qu'on va faire typiquement, c'est pas qu'on va essayer de lui dire si, c'est mieux en rouge, c'est mieux dans la couleur que j'ai. Attention, bah, vous n'êtes pas le bon client, je vais aller en voir un autre. Attendez, je vais voir mon service R&D et je reviens dans 3 mois. On va lui dire OK, j'ai un stylo rouge, peu importe la couleur, hein, vous le voulez en bleu. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager? Est-ce que vous êtes prêt à me faire une précommande de 10, 20, 30, 50? Est-ce que vous êtes prêt à mettre des moyens à disposition? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans cette solution? Et on va voir que ça, c'est vraiment une question fondamentale et importante. C'est la logique de co-création et la logique d'engagement. Alors, je prends un petit exemple, l'exemple de Zappos. Hein, je pense que tout le monde connaît. C'était donc un premier site de vente en ligne des chaussures dans les années 90. Et en fait, comment a fait Nick, le fondateur? Bah, il a démarré par faire un proof of concept à moindre coût, parce qu'en fait, il allait acheter les chaussures chez le retailer. En fait, il faisait du dropshipping avant l'heure, et il les envoyait une fois que la commande a été confirmée. Donc, il affichait un catalogue en ligne avec tous les modèles, et puis quand il avait une commande, il partait l'acheter chez le retailer et il l'envoyait. Alors, retailer et dropshipping, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Alors, un retailer, c'est dans un magasin, enfin, un retailer, c'est un magasin physique. Et dropshipping, c'est le fait d'envoyer aujourd'hui des produits en e-commerce directement depuis un entrepôt, directement chez le particulier. Voilà. Et donc, on voit qu'il a regardé, il a agi donc, en ce qu'on appelle une perte acceptable. On verra après ce que c'est. Et donc, ce qu'il a fait ensuite, c'est que il a accumulé de la connaissance sur ce que voulaient les clients, etc. Il a prouvé que son concept marchait. Et en fait, il a sélectionné, il a montré qu'on pouvait sélectionner facilement des modèles de chaussures à stocker en priorité. Et c'est comme ça qu'il a pu beaucoup plus facilement lever des fonds. Donc voilà, donc ça, je trouve que c'est un bel exemple d'entrepreneur qui a su co-créer et générer donc des engagements précoces depuis les clients. Hein, on voit aujourd'hui avec le développement de tout ce qui est crowdfunding, de tout ce qui est logique de précommande, en fait, ça en fait partie, hein, puisque c'est en fait un processus naturel. Et donc, ces 4 postures, elles sont résumées comme ça, selon qu'on soit dans une logique de contrôle plus ou moins fort et selon qu'on soit dans une logique de prédiction plus ou moins fort. Hein, puisqu'on l'a vu, le comportement rationnel, c'est-à-dire je vais essayer de prédire à partir d'études de marché, à partir de sondages, en fait, on va chercher à trouver le client qui va vouloir le produit. On peut être dans une posture où on cherche à avoir un contrôle fort et une prédiction forte, et là, on va être dans la logique du visionnaire. Donc, tenter de convaincre à tout prix le client que son produit est le bon pour lui. On peut être dans la logique faible prédiction, faible contrôle, et là, on est dans une logique dite d'adaptation. Et on va essayer de s'améliorer en continu pour s'adapter aux besoins du client. Le problème de ces 3 postures, c'est qu'elles coûtent cher, puisque faire une étude de marché, analyser les clients, faire des focus group, enfin, tout ce qui a trait à cette logique marketing de segmentation coûte très cher. La logique aussi de visionnaire peut coûter très cher, puisque si on ne se remet pas en question, potentiellement on perd tout. Et la logique d'adaptation, pareil, puisque c'est bien d'aller voir son service R&D, mais ça coûte. Et donc, en attendant, on n'a toujours pas vendu et on est en train d'adapter son produit. Et donc, la 4e posture, celle qui permet d'avoir un contrôle fort en se passant des prédictions, puisqu'encore une fois, on se base dans un contexte d'incertitude, et en incertitude, a priori, c'est difficile de faire des prédictions. Et on est dans cette logique qui s'appelle l'effectuation, qui est donc la co-création dans le but d'obtenir des engagements, et on décide avec le client du futur produit. Je ne sais pas si j'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Ensuite, du coup, on a une autre posture importante, c'est la façon dont on va définir un but ou un objectif. Ça va être très important en fait dans la logique d'incertitude. On peut définir un but prédéfini fixe dans un contexte où on maîtrise toutes les contraintes.
Alors, on peut, hein, on voit qu'en général, c'est la fameuse image du rétro-planning. On définit, voilà, je pars de la fin, donc je définis que mon produit ou mon chantier doit être fini à cette étape et je remonte les différentes étapes pour revenir à mon point A. Et puis, je sais que j'ai ça à faire en premier, ça à faire en deuxième. Ça. Et donc, tout est lié, tout est bien planifié, tout est beau dans dans un rétro-planning. Et en fait, on se rend compte que à la première étape, on prend du retard. On se rend compte qu'on a tout un tas de contraintes sur le chemin, même dans un environnement connu. Et dans un environnement incertain, c'est encore pire. Donc, l'idée, ce n'est pas de forcément travailler sur des buts prédéfinis fixes, mais d'avoir des buts évolutifs. Et concrètement, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple très simple. C'est de dire, si je veux préparer un cocktail, je peux dire que je veux un gin tonic ou enfin un cocktail plus compliqué. Là, j'en ai pas forcément qui me viennent en tête, mais un gin tonic, c'est assez simple. Mais imaginons un cocktail ou une recette ou une faille, une liste de 10 ingrédients précis. Si je me fixe cet objectif, s'il me manque un ingrédient, je ne peux pas y arriver. Je n'atteindrai jamais mon but. Donc, l'idée, c'est de fixer des buts qu'on va appeler évolutifs, c'est-à-dire, je veux un cocktail à base de gin ou à base de rhum ou à base de… On va définir un certain nombre de contraintes, mais on va se laisser beaucoup plus de possibilités de réussir l'objectif. Et ce but va être évolutif. C'est-à-dire que mon cocktail, je peux le réussir si j'ai tout un type de choses différentes. Donc, en fait, mon but va pouvoir s'adapter aux évolutions, aux personnes que je vais rencontrer. On verra un petit peu après comment il peut évoluer. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire, mon but, je le fixe avec plein de façons d'arriver au résultat, en fait. Et pas une seule façon précise qui fait que s'il manque un ingrédient, je n'arrive pas à faire la recette. Donc tout ça, ça nous amène à changer de prisme, de changer effectivement ce regard sur l'entrepreneuriat, sur les clients, sur la logique de prédiction, la logique de contrôle. Et donc, on va voir très rapidement sur quoi, en fait, on se base pour déterminer effectivement les secrets des entrepreneurs experts. Et en fait, on va parler des travaux de Sarah Sarasvati, qui est une chercheuse américaine qui a effectivement décortiqué le processus de pensée des entrepreneurs experts. Donc, elle a travaillé au début des années 2000. Hein, c'est des recherches qui ont maintenant une petite vingtaine d'années. Et donc, elle a pris des entrepreneurs qui avaient plus de 15 ans d'expérience, qui étaient dans plusieurs types de boîtes, mais des boîtes qui faisaient de 500 millions à 2 milliards. Et donc, elle s'est posé deux questions principales. Elle s'est demandé quels sont les points communs et les différences dans le processus de prise de décision d'un groupe d'entrepreneurs experts qui ont commencé avec la même idée de nouvelle entreprise et qui sont confrontés exactement au même ensemble de décisions pour la construire. Et une deuxième question qui est face à des marchés inexistants ou non encore existants, quelles croyances sous-jacentes concernant la prévisibilité de l'avenir influencent-elles les décisions que prennent les entrepreneurs experts lorsqu'ils construisent une nouvelle entreprise? Alors, pourquoi c'est important en ce moment? C'est effectivement qu'on est dans une période de crise inédite et donc on a une période d'incertitude très forte. Et vous avez vu que je ne vous ai pas parlé de l'environnement, je ne vous ai pas parlé de savoir qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur les nouvelles tendances, etc. On va voir pourquoi, puisqu'on va voir qu'en fait, l'intérêt, ça va être de partir de vous. Et donc, elle a étudié 27 entrepreneurs experts et elle a constaté donc que 65% des répondants utilisaient la logique effectuelle 75% du temps lorsqu'ils résolvaient des problèmes. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne partaient pas d'un but prédéfini et ensuite ils regardaient les moyens qu'ils avaient à leur disposition, mais en fait, ils partaient d'eux-mêmes et ils regardaient ensuite qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. C'est pour ça qu'on l'appelle la logique effectuelle versus la logique causale. Dans un cas, la logique traditionnelle, je définis un objectif et ensuite les moyens dont j'ai besoin. Le but, l'objectif fixe dont je vous ai parlé. Et là, elle a vu qu'en fait, c'est l'inverse. C'est des buts qui émergent en fonction des moyens dont on dispose. Voilà, ça paraît peut-être un petit peu abstrait pour le moment, mais on va le traduire en choses concrètes. Donc, en résumé,
l'entrepreneur, donc il voit le monde comme un espace des possibles et pas comme un espace de problèmes. Il voit des possibilités et pas effectivement uniquement des contraintes. Il prend des risques acceptables. C'est-à-dire que comme il ne peut pas prédire le retour sur investissement, il sait ce qu'il est prêt à perdre. Et on va voir comment ça peut se traduire aussi concrètement chez vous. Il sait donc naviguer en incertitude. Il sait tirer parti des surprises, puisque dans une période incertaine, on a plein de surprises qui arrivent en chemin et il faut savoir rebondir et saisir les opportunités qui soient associées. Et il crée des assemblages, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu, il est dans une logique de co-création, il engage les gens avec lui dans son projet. Alors, concrètement, c'était une partie un petit peu théorique. Qu'est-ce que ça prend comme forme? Eh ben, en fait, le principe de départ, je pense que ça va parler à Pierre, hein, c'est de savoir c'est quoi finalement votre raison d'être, puisqu'en fait, le premier principe, c'est je pars de moi, en fait. Hein, je pars de moi entrepreneur, et moi entrepreneur, bah, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? J'ai ma personnalité, j'ai mon carnet d'adresses et j'ai mes compétences. C'est pour ça que j'ai noté du coup… j'ai noté du coup la question qui était une opportunité pour offrir au monde le meilleur de soi. Et ça tombe bien parce que Pierre a dû, comme j'ai vu qu'il y avait des habitués, Pierre a dit qu'il y avait des habitués, a dû vous parler effectivement de méthodes et notamment de l'ikigai qui permettent de travailler là-dessus. Donc ça, c'est une clé. Hein, en ce moment, la question, c'est de se dire, et c'est la période est propice, hein, l'introspection avec le confinement, c'est quoi ma raison d'être? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que je peux apporter effectivement au monde et qu'est-ce qu'il y a de meilleur en moi que je puisse apporter? Et donc, on va le traduire en cinq actions concrètes, très concrètes, qui vont être… d'abord, je formalise ma raison d'être, hein, mon ikigai. C'est quoi les éléments clés et c'est quoi ce qui va me distinguer? C'est quoi ce que je veux faire? Deux, j'utilise mon carnet d'adresses, mes fournisseurs, mes partenaires, mes collègues, mes collègues, les gens avec qui j'étais à l'école. Tout ça, c'est qui vous connaissez et c'est des gens potentiellement que vous pouvez appeler et à qui vous pouvez prendre contact pour voir comment ils vont et c'est des ressources dont vous avez à disposition. Vous pouvez vous former, hein, comme là, assister à ces webinaires, suivre des formations en ligne, lire des livres. Il y a tout un tas de façons de se former pour acquérir des nouvelles compétences et potentiellement offrir des services aux clients. Alors, le 4 et le 5, ils sont vraiment dans la logique qu'on a vue avant. Vous pouvez donc discuter avec des projets, vous pouvez discuter de projets potentiels à réaliser avec d'autres sans attente précise. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est justement de laisser ouvert, hein, on revient sur l'histoire du but qui est évolutif, c'est-à-dire qu'on peut venir avec une idée, mais l'idée, c'est de laisser les gens s'engager avec vous dans des projets potentiels et de laisser émerger de la discussion des choses. On le voit bien, il y a eu beaucoup d'initiatives en ce moment sur des gens qui ont créé des partenariats avec d'autres boîtes pour faire des masques, tout un tas d'initiatives qui se sont réalisées, les salles de sport qui ont vu pour créer des cours en ligne avec leur coach. Donc là, l'idée, c'est de voir les gens qu'il y a autour de vous, hein, les gens qui sont ses fournisseurs, ses partenaires, ses collègues. Et ça, donc il y a votre carnet d'adresses, il il y a des réseaux en ligne comme LinkedIn, et de dire, bah voilà, j'engage des conversations, j'engage des, des discussions avec d'autres personnes et je vois comment je peux obtenir des engagements. Et ensuite, la cinquième chose que vous pouvez faire, c'est cadrer les moyens alloués, le budget, le temps, puisqu'en fait, l'idée,
c'est de dire ce qu'on a appelé agir en perte acceptable. On va récapituler, on va passer un petit peu de temps à voir à chaque étape après. C'est-à-dire, comme je ne sais pas ce que je vais gagner à l'avance, je ne sais pas si ces projets, si ces discussions vont déboucher sur quelque chose, s'il y a peut-être dedans l'idée de la prochaine décennie, et puis finalement, il y a peut-être des choses qui ne vont pas se concrétiser, et ben, je définis le temps que je veux y passer, que ce soit en termes de budget ou de temps. De temps, j'y consacre une demi-journée par semaine. Si j'ai beaucoup de temps, j'y consacre la moitié du temps. En tout cas, je maîtrise, ça je le maîtrise. Ce que ça peut rapporter, j'en sais rien aussi, j'en sais rien aujourd'hui. Donc, si je veux être dans une logique de contrôle, aujourd'hui, je peux cadrer les moyens dont je dispose. Voilà, voilà. Alors, je me rends compte que je vais un peu vite, mais peut-être laisser déjà un temps de questions ou laisser un peu plus de temps de questions à la fin. Je suis à 20 minutes, mais est-ce qu'il y a des questions déjà pour le moment Pas pour là-dessus? l'instant, mais s'il y en a, je te les transmets au fur et à mesure. Bon. Réfléchissez, commencez à poser vos questions. On pourra parler aussi de vos projets concrets et comment ça peut s'appliquer à vous concrètement. Donc, en gros, la clé pour agir en incertitude, c'est d'évaluer donc ses moyens d'action, d'analyser ce qu'on sait sur l'environnement, mais les choses certaines c'est-à-dire les données, les connaissances qu'on a sur un sujet ou autre, de déterminer ce qu'on peut faire et d'engager des gens autour de la solution. Donc d'engager des clients, d'engager des partenaires, d'engager des fournisseurs, et donc d'être dans une boucle itérative pour agir et pour avancer. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être dans le réel, dans le concret, et pas d'être dans des projections mentales et de s'imaginer des choses en se disant, voilà, je fais des hypothèses, je me dis, tiens, oui, ça devrait marcher, je calcule qu'il y a... l'idée, c'est vraiment d'aller sur le terrain et d'être dans le réel. Je vais donner un petit exemple sur l'exemple des chips Stacy's. Je ne sais pas, c'est une des plus grandes marques de chips américaines. Et en fait, cet exemple il est intéressant parce qu'en fait, ils ne sont pas partis du tout de l'objectif de créer donc c'est Marcus et Stacy's. Ils ne sont pas partis en se disant mon objectif c'est de créer une marque de chips. En fait, ils étaient vendeurs de sandwich et ils étaient endettés et ils faisaient tourner la machine. Et en fait, leur machine tournait bien. Elle tournait tellement bien qu'ils avaient de l'attente. Ils avaient beaucoup d'attentes et ça créait de l'insatisfaction. Et donc, c'était des sandwichs à base de pain pita. Et donc, Marcus, un soir, cherchait des solutions pour résoudre ce problème, puisque finalement, ça marchait bien, mais les gens n'étaient pas patients. Et en fait, il a pris les restes de pain pita, les a mélangés à de l'eau, et il les a fait cuire, et c'est comme ça qu'il a fait les chips, et il les a donnés à manger, et ça a beaucoup plu. Et en fait, c'est parti de là, et ça a donné donc cette marque de chips. Et donc, ils ont accordé beaucoup d'importance aussi à mettre leur personnalité dedans, puisque les chips s'appellent Stacy, qui est le nom de la cofondatrice. Et ils ont appliqué aussi pas mal de principes de marketing autour du bien-être, du bien manger, etc. Et donc cet exemple, il montre quoi? Il montre que il faut rester ancré dans le réel et il faut s'adapter aux surprises qui surviennent. C'est le fait de s'adapter à cette surprise, de se dire, bah, tiens, il y a du monde, qu'est-ce que je peux faire, qui leur a permis de trouver une solution, qui a permis de dire, bah oui, ça plaît, et ça a permis de développer un nouveau projet. Donc cet exemple, il montre effectivement que il faut être ouvert aux surprises et que votre projet, il n'est pas forcément déterminé à l'avance, et que ça peut amener à des grands succès, même sans savoir au départ. Bien sûr, ils sont restés dans des métiers de bouche,
Mais il faut savoir, ce principe, il illustre le fait de tirer parti des surprises, et on va le voir après en résumé. J'ai un autre exemple qu'on donnera pour résumer. Ces principes, ils sont résumés sur ce schéma, donc qui est la façon du coup d'agir des entrepreneurs experts, qui fonctionne principalement par deux étapes, qui sont l'expansion des ressources et la clarification des buts. Donc on a vu qu'au départ, on part de ces moyens, donc qui je suis, mon ikigai, qui je connais, qu'est-ce que je sais faire. De ça émergent des objectifs, des buts qui sont évolutifs, sur lesquels je vais déterminer une perte acceptable, une dépense acceptable, des moyens que je vais encadrer en termes de temps, en termes de budget. Je vais interagir avec des gens, ça va me générer des engagements qui vont me donner des nouveaux moyens et des nouveaux buts. Et ensuite, je vais réagir comme ça de façon cyclique. Et donc, on voit bien ensuite qu'il y a les surprises qui viennent aussi ajouter des moyens, des ressources et des contraintes. En fait, on a vraiment un système qui va déboucher sur la création de nouveaux produits, de nouveaux marchés, de nouveaux projets. Donc ça, c'est la réalité, c'est ce qui a été prouvé. C'est comme ça paraît, c'est à la fois simple et un petit peu compliqué. C'est simple parce que c'est une petite boucle évolutive qui fait qu'on peut partir de peu de choses et que, au fur et à mesure du temps, eh bien, on va avoir des nouveaux moyens, des nouveaux buts qui vont permettre de développer un projet de plus en plus grand. Et puis, c'est complexe parce que effectivement, c'est quelque chose de cyclique, c'est une autre façon de penser et c'est un ajustement dans sa façon de voir les choses. Il y a un autre exemple qu'on peut donner, c'est un exemple donc un exemple fictif. Imaginez que par exemple vous êtes passionné de cuisine mexicaine et vous souhaitez ouvrir un restaurant mexicain. Donc la façon traditionnelle, ça va être, je fais un prévisionnel, je fais une étude de marché, je vais faire un prêt pour acheter un local, pour équiper ma cuisine, je vais déterminer ma recette, donc je vais déterminer ma date d'ouverture de restaurant, puis je vais déterminer toutes ces étapes. Sauf que sur votre chemin, il y a plein de choses qui peuvent faire que vous n'arriviez pas au résultat. Si on part de la réalité, c'est quoi? C'est que vous êtes passionné de cuisine mexicaine et imaginons que vous êtes dans un quartier où il y a des gens qui aiment la cuisine mexicaine. Là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez en parler autour de vous euh, et parler de votre projet. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire, bah oui, qui vont aimer aussi la cuisine mexicaine et qui vont vouloir goûter vos plats. Donc une première étape, ça peut être de faire goûter vos plats aux gens qui sont autour de vous et qui aiment ces plats. Et ces gens-là peuvent, par exemple, vous demander de donner des cours de cuisine. Donc ça va être un nouveau but. Ou alors vont vous dire, moi finalement, en fait, je ne suis pas intéressé forcément par un restaurant, mais j'ai du mal, moi j'adore aussi la cuisine mexicaine, mais j'ai du mal à trouver certaines épices ou certaines choses. Et donc, ça peut vous donner aussi une possibilité de faire de l'import de produits spécifiques. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, je suis ancré dans le réel, je pars de moi, puis on voit bien, je ne suis pas dans le but forcément d'ouvrir un restaurant, je suis dans le but de, euh, de faire effectivement des choses et profiter de ma passion pour la cuisine mexicaine. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les nouveaux produits, les nouveaux marchés, les nouveaux projets qui en découlent, ils ne sont pas forcément déterminés à l'avance. Et on peut citer aussi un autre exemple.
qui est un exemple réel, celui-là, qui est le cas de Michel et Augustin, qui sont réputés pour s'être lancés un peu avec les moyens du bord et essayer de faire des actions un peu différenciantes. Et bien eux, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait en exemple d'engagement des parties prenantes? C'est qu'en fait, ils faisaient au départ les biscuits chez eux, et puis ils avaient de plus en plus de demandes. Et plutôt que d'acheter un four de boulanger, plutôt que d'aller voir leur banquier pour dire il me faut X milliers d'euros pour acheter un four, et ben en fait, ils ont été voir le boulanger d'à côté de chez eux. Le boulanger ne travaille pas le lundi, donc le four il est dispo le lundi. Et ils lui ont demandé s'il pouvait disposer du four le lundi. Et il a dit OK, puisque bon, lui, OK, c'est quoi sa perte acceptable à lui, elle n'est pas très importante. Au pire, il fait une fois, puis si ça ne marche pas, il arrête. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont pu aussi avoir des nouveaux moyens. Voilà encore un exemple concret. Moi, je vais bientôt avoir terminé. Alors, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, il y a plusieurs éléments. Moi, j'ai créé un podcast qui a démarré et qui dispose aujourd'hui de 5 épisodes, et dont certains autres ont pris un petit peu de retard par rapport au confinement. Et en fait, l'idée, c'est un podcast qui s'appelle L'Entrepreneur en Action. Et l'idée, c'est de discuter justement avec des entrepreneurs qui revisitent leur parcours à la lumière de ces principes. Et donc, ils vont expliquer justement comment ils sont partis des moyens qu'ils avaient, comment ils ont agi en perte acceptable, comment ils ont engagé les gens autour de leur projet, comment ils ont tiré parti des surprises qui se présentaient à eux durant leur parcours, et enfin, comment ils ont été dans une logique du coup de créer leur contexte plutôt que d'aller effectivement pas faire des prédictions ou de rester sur des hypothèses. On a aussi des webinaires, et un webinaire en particulier qui est plus orienté sur l'innovation et qui représente les méthodologies qui sont issues de cette posture, puisqu'en fait, de ces secrets des entrepreneurs experts sont nées des méthodologies qui permettaient de travailler sur des projets d'innovation concrets, donc qui permettaient de partir d'une part d'un projet nouveau et de déterminer quels étaient ces marchés accessibles, et d'autre part de partir d'une problématique et de trouver des solutions sur une problématique complexe. Et ensuite, on a des solutions personnalisées, des ateliers. On a tout un tas de solutions qui permettent d'accompagner les personnes dans leur projet. Cette solution, elle va se concrétiser, puisqu'on l'a vu sur cette partie Novster, on va être plutôt sur le fait de passer de l'idée au marché. Et ensuite, on va travailler en coordination avec 2 autres marques qui vont permettre de développer les plateformes digitales transactionnelles, puisque une fois qu'on a effectivement une idée, une fois qu'on a fait de la cuisine mexicaine et qu'on veut importer des produits, on peut très bien vouloir lancer un site e-commerce ou de la vente à emporter de plats. Et donc, ça passe de plus en plus par le digital aujourd'hui et par le fait d'avoir une plateforme digitale qui soit au top pour pouvoir prendre les paiements, les commandes et digitaliser toute son activité. Et une activité supralite qui va permettre de faire de la prospection digitale intelligente, donc qui va permettre d'automatiser ces actions de marketing à la fois sur la partie sortante, ce qu'on appelle la outbound, et la partie entrante, ce qu'on appelle l'inbound. Et donc voilà. Et donc tout ça, ça va permettre d'avoir une chaîne complète pour accompagner les projets dans la durée. Et voilà. Mais moi, je vais avoir terminé avec un petit peu d'avance. Écoute, merci Quentin. Donc Quentin est disponible pour vos questions. On n'est pas nombreux, donc je vous invite peut-être à lui poser vos questions en direct en allumant vos micros, puisqu'on est... Oui, allez-y, allons-y.
pas de questions. Oui, bonjour Quentin, c'est Amélie. Oui, bonjour Amélie. Voilà, donc je suis consultante en innovation et j'ai accompagné pas mal de projets de petites entreprises. Donc par rapport à ce que vous avez dit dans le webinaire, bon, je m'y retrouve assez bien, sachant que de plus en plus de projets qui étaient plutôt orientés techno avec beaucoup de risques évoluent beaucoup plus sur de nouvelles façons de vendre et d'adaptation. Donc, merci d'avoir effectivement cadré le débat et le discours en ce sens. Ce que je me pose comme question vis-à-vis d'entreprises ou d'entrepreneurs qui ont un peu la technologie ancrée voilà, et qui sont plus, qui ont plus un- un modèle orienté techno plutôt qu'un modèle orienté affaires. Les risques qu'ils sous-tendent vis-à-vis de la discussion autour de leur projet, c'est je n'en parle pas trop parce que ma technologie, potentiellement, je peux la breveter. Donc, est-ce que vous avez, dans votre expérience, des exemples qui appliquent votre méthodologie à ces cas-là où il y a le risque de trop en dire sur les projets? Alors, après, c'est le problème d'un brevet, c'est qu'effectivement, il faut le breveter avant d'aller en parler. Hein. Ça, c'est sûr que c'est la partie de la propriété intellectuelle. Après, on peut effectivement, il y a une méthodologie qui est complètement déterminée sur ce principe qui permet de travailler sur donc la caractérisation de l'invention, puisqu'on finalement, si on a un produit technologique, on a une invention ou une nouveauté. Et en fait, on peut travailler en amont à travers un certain nombre de filtres sur une analyse qui va permettre de déterminer sa stratégie d'accès au marché sans forcément devoir dévoiler sa solution. Donc, les étapes, c'est d'abord donc une phase de caractérisation. Ensuite, une phase d'analyse de couple besoin-requérant pour travailler sur la désirabilité de la solution. Et ensuite, une phase de travail sur la légitimité de savoir quels sont les acteurs qui vont être accessibles. Bon, en résumé, vraiment résumé, hein, mais donc oui, on peut travailler. Après, à un moment, il faut bien effectivement parler de son projet. Là-dessus, là, donc j'étais aussi frileuse à parler du projet. Alors, c'est sûr qu'on est copié, bien sûr. Hein, ça, c'est sûr que après, il y a effectivement en plus le cas de savoir est-ce que c'est brevetable. Donc, c'est pas toujours brevetable en plus. Une idée et des fois, il faut juste pouvoir aller vite et être le premier sur son marché. Donc, oui, la question de la propriété intellectuelle, elle se pose, mais c'est effectivement après au cas par cas. Ceux qui sont avec plus de moyens, qui vont finir par développer le produit, c'est pas évident parce que cette partie, quand on lance une... Oui. Donc, ouais. Pour l'instant, ça va. Et donc, c'est quoi ta question, Myriam? Tu veux prendre la parole? C'était un commentaire, dit-elle. Ah, d'accord. D'autres questions, peut-être? Pensez à activer votre micro pour poser les questions. Ah, Yann? Oui, bonjour. Yann, merci Quentin tout d'abord pour la clarté des propos et des exemples qui sont super parlants. Donc, merci beaucoup. Moi, c'est une curiosité par rapport à votre parcours et ce qui vous a amené à réfléchir de cette façon-là, de passer d'un modèle traditionnel à un modèle plus systémique. Quel était pour vous, dans votre parcours à vous, ce qui vous a amené à découvrir cette approche? Alors moi, je pense que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, mais que je ne le savais pas. Et en fait,
J'ai découvert ces concepts en 2013 lors de formations sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc, c'est passé par une rencontre, en fait, par le fait que le formateur, en fait, nous a présenté cette logique et que moi, je me suis tout de suite dit, mais effectivement, c'est comme ça qu'on réagit naturellement, en fait. Hein. Finalement, on a enrobé, on s'est enrobé de choses, de causalité, finalement, d'une certaine forme d'illusion pour croire qu'on maîtrisait les choses. Mais en fait, souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup, et de plus en plus, même avant la crise, avec l'accélération du digital, etc., de choses qui changent tout le temps. Et donc, j'ai découvert ça et je me suis dit, mais oui, ça a été un peu une révélation. Et donc, c'était Christophe Sampels, qui est un expert de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Il s'avère qu'il travaillait à Sophia Antipolis avec Dominique Vian, qui avait fait sa thèse sur le sujet et qui a donc créé les méthodes ISMA 360 et Focal, avec qui on travaille. D'ailleurs, on fait un MOOC sur ces méthodes. Et donc, voilà comment je suis tombé là-dessus. Mais je pense que c'était un fonctionnement que j'avais de façon plus naturelle. Alors, juste aussi pour préciser, c'est pas non plus l'idée, c'est une logique. L'idée, c'est pas de dire il faut raisonner de manière effectuelle ou causale. Les deux sont parfaitement adaptés. L'idée, c'est de se dire est-ce que je suis dans un contexte où il faut que j'utilise cette façon de voir effectuelle ou causale. Si je suis dans un environnement très clair où je connais tout, je maîtrise tout, l'aspect causal marche très bien. Et par contre, utiliser ce mode de fonctionnement quand on est dans une situation incertaine, a priori, ça cause beaucoup de frustration. Et l'idée, c'est une logique additive, c'est surtout de se dire, hein, le fameux adage, si on n'a qu'un marteau, on voit tous les problèmes comme des clous. Donc là, l'idée, c'est de se dire, attention, il existe des façons de voir, des prismes différents qui permettent d'analyser, et ça marche aussi. Et donc, le fait d'aller discuter avec les gens, le fait d'aller engager des gens autour de projets, le fait de tirer parti des surprises, c'est prouvé. La science prouve que c'est comme ça que plein d'entreprises à succès ont été créées. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, ça répond à tout. Merci beaucoup. Et moi, ce que je retenais, et je profite qu'on soit un peu nombreux pour échanger, ce que je retiens, c'est que chaque approche, la clé, c'est aussi d'aller sur le terrain et de tester et de pas attendre que ce soit parfait pour se lancer. Alors, oui, effectivement, c'est le terrain et j'irais même plus le réel, en fait. C'est finalement de ne pas rester dans sa tête et dans les hypothèses, hein, qui sont très bien. Faire des hypothèses, c'est bien, mais faire des hypothèses, le mieux, c'est encore effectivement que ça soit le réel qui nous amène effectivement cette matière pour construire. Et quand on est en train de discuter avec quelqu'un, quand on est en train de co-créer un projet avec quelqu'un en discutant, on ne fait même pas d'hypothèse, on est dans l'action. Donc l'idée, c'est aussi de se dire que on n'est pas dans la phase je réfléchis, j'agis, je réfléchis, j'agis. Tout ça est mêlé et effectivement, le truc, c'est plutôt surtout d'être dans l'action, et c'est l'action qui va effectivement faire émerger en fait les projets. Alors effectivement, derrière, il y a tout un. Moi, j'espère d'ailleurs que je n'ai pas été trop conceptuel, mais derrière, il y a toute une théorie, hein, comme tu disais, de systémique et de recherche sur la complexité qui explique les choses. Mais ce qu'il faut en retenir surtout, c'est action. Il faut se mettre en action, il faut agir, il faut se former, il faut agir avec effectivement sa personnalité, il faut engager les gens, et il faut rebondir sur ce qui arrive, et voilà, il faut pas essayer d'avoir fait son plan et d'avoir peaufiné son plan et d'avoir finalisé tous les détails pour attendre et passer à l'action. C'est surtout le message, c'est action. Merci beaucoup, Quentin. Avec plaisir. D'autres questions pour Quentin? Amélie?
Cathy ou Édouard, peut-être? Non, non, pas d'autres questions. Ce qui met au centre de la démarche, c'est effectivement c'est d'agir. Et effectivement, si on nous demande et que c'est un peu trop le plan, toutes les choses un peu trop formalisées avant d'agir, au moment d'agir, on est tétanisé et on a l'impression qu'il nous manque toujours une information pour passer à l'action. Alors que si on agit de façon agile et qu'on fait des boucles, effectivement, on a l'impression que c'est plus dynamique et que de toute façon, on s'adapte. Puis le monde évolue tellement vite que si on attend d'obtenir tous les contextes favorables pour agir, on n'agit jamais parce que c'est jamais le bon moment. On ne trouve jamais le bon moment. Donc, Ouais. Alors, c'est un peu différent de l'agilité, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisqu'en fait, on n'est même plus dans une logique d'essai-erreur, en fait. On attend, en fait, comme on agit en perte acceptable, on dit pas on essaye, en fait, on agit parce que soit on s'est dit j'ai le temps, donc finalement j'ai rien à perdre, je suis même pas en train d'essayer, je suis en train de toute façon de co-créer, en fait. J'essaye pas puisque je sais même pas à l'avance le résultat de mon action. J'agis et en fait le résultat émerge, en fait. C'est ça qu'il faut. On n'est pas. En fait, la clé, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé même de savoir à l'avance ce qu'on va faire pour engager tout ça. Et ces actions que je vous ai proposées, c'est elles qui vont générer en fait les projets. Les projets, on n'en a pas besoin forcément au départ. C'est parce qu'on a défini les pertes acceptables au départ. C'est ça qui pousse à l'action, en fait. La perte acceptable, c'est subjectif. C'est chacun qui doit se dire, ma perte acceptable, c'est de dire, de toute façon, j'agis et je me consacre une demi-journée par semaine à appeler des gens et à discuter. C'est ça le point de départ, en fait. Alors, ça, on l'a vu là aussi, le point de départ, c'est l'individu. Oui, bien sûr. C'est ma personnalité, mes connaissances, mes compétences. Le point de départ pour agir. Pour agir, c'est de se dire, oui, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Et puis, voilà. S'il y en a trop à perdre, je ne bouge pas. Voilà, si j'ai pas de temps à perdre, ni d'argent, ni rien, effectivement, si j'ai pas de… effectivement, je fais rien, mais… Il faut être sûr. Il y a beaucoup de gens qui font rien finalement. Hein, voilà, donc soit ils n'ont pas défini, ils ont peur de perdre, ou ils n'ont pas défini finalement, ils ont peur, mais en fait, il n'y a rien à perdre. Donc là, l'idée, c'est de se dire, finalement, on répond, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ok, là, je perds une demi-journée, je perds, ou qu'est-ce que j'ai à perdre à faire ça? Et se dire, c'est une perte acceptable, c'est-à-dire, voilà, là, je sais pas, ça peut être, là, je me suis fait virer de mon boulot, je vais toucher le chômage pendant 18 mois, pendant 6 mois, je m'accorde un temps pour travailler sur un projet. C'est une perte acceptable. Au bout de 6 mois, je vois et je réévalue, je vois ce qui se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas obligé d'attendre… que toutes les planètes soient alignées. Non, parce qu'il faut justement… Ça aligne jamais. faut créer cet alignement de planètes. Ou sinon, on peut attendre effectivement… Alors, c'est très clair et très puissant comme message. Merci. Il faut accepter une part d'incertitude. Oui, même beaucoup de parts. Hein, ça dépend. En fait, après, ça dépend de la… En fait, ce sur quoi il faut se concentrer, enfin, c'est là après qu'on rejoint aussi les logiques de confiance, etc. C'est qu'il faut réussir effectivement à se dire que c'est pas parce que je sais forcément où je vais à l'avance que ça me mènera nulle part, quoi. Alors moi, ce qui m'a aussi beaucoup, on va dire, aidé et sur lesquels j'ai développé aussi des méthodologies, c'est le théâtre d'impro. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu, qui ont vu des spectacles ou autres. Et en fait, je suis allé par là parce que ça m'impressionnait au départ de se dire comment on peut construire quelque chose à partir de rien, quoi. Un thème. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, d'ailleurs, moi, j'ai développé une formation et des techniques issues du théâtre d'impro pour former à l'effectuation parce qu'en fait, finalement, voilà, on se rend compte qu'on arrive à créer une histoire ensemble en partant juste d'un mot, quoi. Ça implique effectivement de l'écoute, du lâcher-prise, tout un tas de choses, mais c'est possible. N'attendons pas l'instant parfait, saisissons-le. Oh, c'est beau. Et rendons-le parfait. On fait un petit instant poésie. Merci Myriam. Je propose une dernière question peut-être pour Quentin, parce que je sais qu'il a des obligations familiales derrière. Oui, je ne suis pas…
Merci Cathy. Je sais pas, j'espère que ça a donné envie d'agir et que dans les 5 actions, vous allez en mettre en pratique. Peut-être finir sur chacun partager une action que vous allez faire Allez, à la fin de la semaine pour passer sur quelque chose de concret. tu veux les remettre, Pierre, les actions Allez, vas-y, remets-les. Alors, attends. Hop. Voilà. L'idée, c'était effectivement de vous partager aussi des choses concrètes. Alors, vous pouvez tirer au sort hein, dans les 5, prendre un chiffre au hasard. Donc, je formalise ma raison d'être et je travaille sur effectivement qu'est-ce qui me motive. J'utilise mon carnet d'adresses et je contacte effectivement des gens. Ah bah tiens, je vois les conversations. Action 3, continuer à me former et m'informer. Bah, très bien. Je discute de projets potentiels et je cadre les moyens alloués. Donc, 3 pour Myriam. Un pour Cathy. Super. Réactiver une partie de mon carnet d'adresses endormi. Bah oui, Yann, effectivement, c'est clair que les gens qu'on connaît, surtout dans les périodes d'incertitude, c'est effectivement des choses, se rattacher à du réel, du concret, des gens avec qui... C'est d'ailleurs comme ça qu'une partie des conférences de ce colloque ont lieu, et notamment la conférence de... Oui, bah, ça a été de façon, tiens, je propose, je vais faire un colloque, est-ce que tu veux venir? Bah oui, bon, bah voilà, on est là. L'action a généré ça. Après, moi, je me suis dit, bon, bah voilà, je suis prêt effectivement à, entre guillemets, à prendre ce temps. Enfin, la perte acceptable, c'est de dire, bah tiens, je formalise cette présentation spécifique et puis je suis prêt, entre guillemets, à perdre un petit peu de temps et puis voilà. Travailler sur mon site internet avec les moyens alloués, bah ok, c'est très bien. Écoutez, merci à chacun, à un aussi pour Édouard. Merci à vous. Ce soir, la conférence de Frédéric Canvet sur le gros hacking, c'est-à-dire sur les techniques de croissance rapide avec peu de moyens de votre business. Je pense qu'elle va être particulièrement intéressante. Attention, l'horaire est inhabituel, c'est 20h30 et non pas 20h comme d'habitude. Bon, eh bien, merci à tous de votre attention et puis bah, vous avez mes coordonnées si besoin. Donc je mettrai sous le replay tes coordonnées et puis les liens vers tes entreprises. Ok, ça marche. Allez, merci et bonne continuation. Bonne soirée à tous, à tout à l'heure pour ceux qui y sont inscrits et peut-être pour les autres aussi. Au revoir.